Je suis chef d'entreprise depuis plus de 22 ans et j'ai construit un patrimoine de plus de 50 millions d'euros en partant de zéro. Pendant 22 ans, j'ai construit plusieurs entreprises. J'ai connu des échecs, mais aussi des grands succès. Et surtout, j'ai découvert ce que très peu d'entrepreneurs osent dire tout haut. La vérité, c'est que devenir numéro 1 sur son marché n'a rien à voir avec le meilleur produit ou travailler dur. Ça demande de penser différemment, d'agir stratégiquement et parfois faire l'inverse de ce que tout le monde vous dit. Ici, je vais vous révéler les leviers les plus puissants et souvent contre-intuitifs que j'ai utilisés pour devenir numéro 1 à 2 reprises sur des marchés ultra concurrentiels. Créer une marque impossible à ignorer et construire une entreprise qui ne dépend plus de moi au quotidien. C'est un guide sans filtre, sans langue de bois, pour celles et ceux qui veulent vraiment dominer le marché. Si vous voulez cesser de jouer petit, cette vidéo est pour vous. Je vais vous partager tout cela en 4 parties et 9 chapitres. Partie 1, la guerre de la perception. Tu ne gagnes pas parce que tu as le meilleur produit, même si ça joue. Tu gagnes surtout parce que tu es perçu comme le meilleur. Chapitre 1, votre marque personnelle vaut bien plus que votre produit. Les gens vous achètent vous avant d'acheter ce que vous vendez. Par exemple, Steve Jobs et Elon Musk. Est-ce que vraiment Tesla est la meilleure voiture électrique? Est-ce que vraiment les ordinateurs Mac sont meilleurs que les autres? Non, mais les clients achètent parce qu'ils aiment Steve Jobs ou Elon Musk. Dans la tête d'un consommateur, c'est « j'aime Elon Musk, donc je vais acheter Tesla ». Une marque, c'est une association positive ou négative à quelque chose. Si vous voulez prospérer, vous voulez associer positivement votre marque avec vos clients idéaux. Pour dominer votre marché, vous devez incarner un positionnement fort et polarisant. N'hésitez pas à partager vos valeurs. La pire erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. En fait, le plus vous tentez de plaire à tout le monde, plus votre marque est fade. Quand vous osez partager votre vision, vos valeurs, vous allez avoir des gens qui vont être contre vous. Et c'est OK. Mais surtout, vous voulez avoir ces gens qui croient et qui partagent vos valeurs, qui viennent à vous en disant « ça, c'est une marque dont je crois, que j'apprécie, donc je vais acheter leurs produits et services ». C'est la fondation pour créer des fans inconditionnels qui achètent et rachètent et vous recommandent tout autour d'eux. Chapitre numéro 2. La domination commence dans la tête de votre marché. Dans votre communication, vous voulez être le plus clair possible. Quand votre message est confus ou complexe, les gens reculent. Par exemple, Nike est sorti avec « Just do it ». En gros, t'as pas envie de le faire, va courir quand même. C'est simple, c'est clair, c'est efficace, ça les a rendus milliardaires. Vous voulez créer un message qui est impossible à ignorer. Comment concrètement? La première chose, c'est de créer une identité d'un mouvement. Par exemple, chez Apple, ils ont réussi à dominer le marché parce que les gens disent « je suis Apple ». Et Apple se considère comme des rebelles. Et donc si les gens se sentent un petit peu rebelles, ils vont se dire « moi je suis Apple ». Par exemple, chez Max Piccinini, l'identité de nos clients, ce sont les leaders on fire. Numéro 2, vous voulez incarner et communiquer vos valeurs fortes. Ne pas hésiter à dire « on croit en X, Y ou Z ». Donc dans le cas où vous avez strictement le même produit que vos concurrents, les gens qui partagent vos valeurs vont choisir votre entreprise. Il y a même une expression en français qui dit quoi? Nous avons les mêmes valeurs. Alors bien sûr, vous voulez idéalement un meilleur produit, ou en tout cas un produit différent, et partager vos valeurs. Mais dans le cas où un produit est à égalité, qui on va choisir? Ceux avec qui on partage les valeurs. Numéro 3, très puissant, vous voulez communiquer ce que vous n'êtes pas. Par exemple, Apple a construit sa marque en disant « on n'est pas PC ». Chez Max Piccinini, on dit clairement aux gens « on ne veut pas travailler avec des chefs d'entreprise qui ne sont pas prêts à se remettre en question, qui ne sont pas coachables et qui croient tout savoir ». Et numéro 4, saturation. Ça veut dire que vous voulez saturer le marché avec des messages fréquents et de l'omniprésence. Vous voulez faire en sorte que votre client idéal vous voit partout et souvent. Il y a une raison pour laquelle Apple continue à faire de la publicité. Il y a une raison pour laquelle Coca-Cola, que tout le monde connaît, continue à faire de la pub. Ils veulent occuper l'esprit du client. Et quand le client voit la marque constamment, souvent, régulièrement, ils se disent « je vais continuer à acheter chez eux ». Gravez ça dans votre esprit. Mieux vaut être imparfait qu'être invisible. Et comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Partie 2, l'obsession du client. Tu veux être à la première place, alors commence à comprendre ton client idéal mieux que n'importe quel concurrent. Trop de chefs d'entreprise font l'erreur de tomber amoureux de leurs produits plutôt que de leur client idéal. Ce qui nous amène au chapitre 3. Développer une obsession pour régler leurs problèmes. Vous voulez vivre dans les baskets de votre client idéal. Quelles sont ses peurs, quels sont ses doutes, quelles sont ses frustrations, quels sont ses rêves? Vous voulez interviewer vos clients, faire des sondages, comprendre sincèrement
leurs problématiques. Notre rôle réellement en tant que chef d'entreprise, c'est de régler les problèmes de nos clients. Une chose que je vous invite à faire, c'est de faire un sondage en profondeur. C'est d'envoyer un message à vos prospects et vos clients en leur demandant de répondre sincèrement à la question suivante. Quelle est votre problématique majeure en ce moment? Soyez le plus spécifique que possible. Contrairement à ce que vous pensez, les meilleures idées ne viennent pas de votre tête. Elles viennent de votre marché. Il suffit d'écouter. Il y a une raison pour laquelle la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour pouvoir écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Chapitre 4. Construire une offre irrésistible. Vous voulez régler un problème urgent avec une solution claire et avec une transformation désirable. Vous voulez créer une offre qui est tellement irrésistible que votre prospect se sente stupide de ne pas acheter. Mais surtout parce qu'il sent, quand vous communiquez, que vous comprenez son problème. Quand vous êtes capable d'articuler clairement, votre problématique majeure, c'est ça, n'est-ce pas? Et ils vont dire oui. Voici la solution parfaite que nous avons créée pour solutionner votre problème le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. Et nous avons concocté une offre incroyable avec des bonus, avec tout ce qu'il vous faut pour solutionner ce problème rapidement. Si vous faites cela, il n'y a pas de barrière dans la tête de votre prospect. Il va dire « Let's go, bien sûr je veux acheter ». Et voici un grand secret. Vous ne voulez pas juste créer une offre une fois. Vous voulez constamment sonder vos clients, analyser vos taux de conversion et savoir est-ce que vraiment cette offre est irrésistible? Comment on peut la rendre encore plus irrésistible? Comment on peut servir nos clients encore mieux? Quand vous avez ce mindset, vous ne pouvez pas échouer. Ce qui nous amène à la partie 3, des stratégies qui marchent mais que personne n'applique. Le succès vient de ce que les autres évitent. Chapitre 5, dérangez le marché ou disparaissez. Soit tu choques un peu, soit tu n'existes pas. Votre objectif est de sortir du bruit ambiant, de devenir inévitable pour votre client idéal. Steve Jobs avait bien compris cela quand il a lancé les premières pubs Think Different. Les publicités n'avaient rien à voir avec l'ordinateur. Ils partageaient leurs valeurs et ils n'hésitaient pas à choquer. Ou encore la marque Oatly, boisson végétale, avec un packaging ultra polarisant, des pubs absurdes, ils ont cassé le marché du lait. Par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé à communiquer sur le concept de la pensée positive. Et je n'ai pas hésité à dire que la pensée positive, c'est mignon, mais ça risque de vous amener à la faillite. La vérité, c'est que si vous êtes juste optimiste, vous n'allez pas voir potentiellement les risques qui peuvent arriver pour votre entreprise. Et donc le grand secret, c'est d'être autant pessimiste qu'optimiste. Et j'irais même mieux, être un réaliste optimiste. Donc au lieu de se dire « Oh mon Dieu, j'espère que ça va aller, je fais des visualisations, ça va tomber du ciel et par magie, je vais tripler mes revenus », d'anticiper les risques majeurs qui peuvent arriver et créer un plan de mitigation des risques pour pouvoir se protéger si ça arrive un jour. Cette mentalité vous permettra beaucoup plus de chances de succès que juste être tombé dans la pensée positive. Donc ça dérange les vendeurs de positivité creuse, mais c'est la réalité. Ce qui peut vraiment passer votre entreprise dans la stratosphère supérieure, c'est de créer une nouvelle catégorie mentale dans la tête de vos clients. Par exemple, Apple a créé une toute nouvelle catégorie avec la tablette. Et ils ont dit ce n'est ni un ordinateur, ni un téléphone, c'est un iPad. Par exemple, chez Max Piccinini, on dit non, on ne fait pas du coaching business. On aide les chefs d'entreprise à décupler leur rentabilité tout en se libérant de l'opérationnel. Les grosses erreurs à éviter, vouloir plaire à tout le monde. Si vous faites ça, vous allez devenir invisible. Chapitre 6, devenez l'éditeur, pas juste le vendeur. Gravez ça dans votre esprit. Les vendeurs demandent, les éditeurs attirent. L'un des éléments qui peut faire game changer pour votre entreprise, c'est d'être vu comme une source d'expertise, pas comme un énième marchand. Je vous donne un exemple concret. L'entreprise HubSpot a dominé le CRM, pas juste en faisant un excellent produit, parce que les autres ont ça aussi, mais grâce à des guides, des modèles et des formations gratuites. Ils partagent des clés, ils donnent des conseils, cela augmente la confiance, ils éduquent leur marché, ils donnent beaucoup de contenu gratuit, ils dépassent leur rôle de juste délivrer un CRM. Et cela crée la confiance. Et la confiance est la monnaie du 21e siècle. Donc voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez créer une newsletter ou une émission hebdomadaire. Vous pouvez poster gratuitement des conseils sur les réseaux sociaux. Créer un podcast où vous interviewez des experts dans votre domaine. Le but est d'ajouter de la valeur, augmenter la visibilité et gagner la confiance de votre marché. Les erreurs à absolument éviter, c'est de publier seulement quand vous avez quelque chose à vendre. Si vous faites ça, vous faites un retrait de confiance sur votre marché. Et une autre grosse erreur, c'est de parler constamment de soi et de parler de vos intérêts plutôt que réellement aider votre marché. Chapitre 7. Structuré comme une machine de guerre. Un génie désorganisé s'épuise. Un bon système multiplie tout.
Il est vital pour vous de sortir du chaos et de scaler avec solidité. Je vous donne un exemple concret. Un coach solo, il est limité par son énergie. Il échange du temps contre de l'argent. Très compliqué pour scaler. Mais s'il met en place un tunnel de vente, un commercial formé, un back-office automatisé, un CRM clair, il peut vendre 10 fois plus en bossant moins. McDonald's ne vend pas le meilleur burger. Il vend une machine à cash flow parfaitement huilée. Tout est système et process. Si vous voulez dominer votre marché, vous devez processer et mettre des systèmes en place. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement? Votre livre SOP, Standard Operating Procedures. En gros, c'est votre manuel de bord de votre entreprise. Comment concrètement votre entreprise fonctionne? Comment vous transformez un prospect en client? Quel est le process de livraison une fois que la personne a acheté? Comment vous générez vos factures? Chaque tâche doit être répétable et documentée. Ça paraît compliqué à faire, mais en fait, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Mais vous devez passer par là si vous voulez vraiment scaler au niveau supérieur. Scaler son entreprise, c'est 2 éléments. Les process et sa dream team. Au fur et à mesure que vous allez grandir, vous voulez étoffer votre équipe. Une assistante de direction, des personnes au service client, des commerciaux, des managers de contenu pour les réseaux, des responsables automation, des spécialistes financiers, un responsable marketing. Et toutes ces personnes collaborent autour d'outils interconnectés, comme par exemple Asana, Zapier, Notion ou encore Slack. Les erreurs à absolument éviter, c'est de mettre dans la position de « personne ne peut faire mieux que moi ». Ça, c'est une croyance qui est un blocage majeur. Vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui est aussi bon que vous ou qui peut devenir même meilleur que vous. Le secret pour scaler, c'est de vous entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Une grosse erreur majeure que je vois souvent, c'est d'être en mode pompier 24 heures sur 24. Vous n'êtes plus le stratège, vous êtes le prisonnier de votre entreprise. Gravez ça dans votre esprit. Vous ne construisez pas une entreprise, vous construisez une machine. Ce qui fait la différence au fond, ce ne sont pas les stratégies, c'est le courage de construire un système qui fonctionne sans vous. Partie 4. Le mindset que personne ne vous enseigne. Vous ne pouvez pas construire un empire avec une mentalité d'auto-entrepreneur. Ce qui compte, c'est le niveau où vous pensez. Il y a de fortes chances que personne vous a appris à penser comme un véritable CEO, un grand dirigeant. Ce qui nous amène au chapitre 8. Vous voulez devenir un véritable CEO dans votre tête, pas un exécutant dans votre entreprise. La mentalité est totalement différente dans la tête d'un exécutant par rapport à un CEO. L'exécutant, il se dit « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Le CEO, il se dit « qu'est-ce que je peux déléguer, automatiser ou supprimer ?» L'exécutant, il se dit « je travaille dur ». Le CEO, il se dit « je travaille intelligemment, je construis des leviers ». L'exécutant, il se dit « je facture mon temps ». Le CEO, il se dit « je crée des systèmes qui bossent même quand je dors ». Un exemple concret, c'est que l'exécutant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les emails, il fait les posts, il fait les visuels. Le CEO, il crée le concept et il fait exécuter tout le reste par son équipe. L'exécutant, il répond à des DM, il fait ses rendez-vous clients, il fait ses relances prospects. Le CEO, il met des commerciaux en place, un assistant, voire un chatbot, avec des process clairs. L'exécutant, il pense plus d'heures égale plus de revenus. Le CEO, il pense meilleur système plus meilleur talent égale plus de valeur. Donc là, j'ai une question importante pour vous. Si demain, vous deviez doubler votre chiffre d'affaires sans travailler 1 heure de plus, qu'est-ce que vous feriez? Et surtout, qui devriez-vous devenir? Vous ne pouvez pas scaler une entreprise que vous tenez à bout de bras. Vous devez passer de technicien à stratège, de maître artisan à chef d'orchestre. Ce qui nous amène au chapitre 9. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous avez besoin de faire mieux. La croissance ne vient pas du volume, mais de la clarté. La solution est donc de simplifier. Quand vous simplifiez, vous amplifiez. Vous êtes clair sur vos priorités. Et la priorité, ça veut dire qu'on dit non au reste. Donc une question que je pose constamment à mes équipes et à nos clients, s'il n'y avait qu'une chose qui pouvait vraiment faire exploser ton business, ce serait quoi? Si vous pouvez faire qu'une chose, pas 10 choses, qui pourraient vraiment tripler ta rentabilité, ce serait quoi? Est-ce que vous êtes clair? Clair sur votre client idéal? Est-ce que vous avez une promesse précise? Est-ce que vous avez un tunnel en place qui permet de convertir encore et encore des prospects en clients? Le grand secret, c'est de ne pas faire 15 projets en parallèle. C'est de faire un truc qui claque et que vous faites extrêmement bien. Donc au lieu d'avoir 6 offres différentes, tentez de vous dire, et si on arrêtait ces 5 offres et on se focalisait que sur une offre? Au lieu d'être moyen sur tous les réseaux, pourquoi on ne se focaliserait pas sur ce réseau où on sait que c'est là où est notre client idéal et on devient extraordinaire sur cette plateforme? Ça nous permet alors de faire moins de contenu, mais de le créer ultra puissant. Là, je vais vous donner un dernier secret. Si vous voulez devenir numéro 1, vous devez agir comme si vous l'étiez déjà. Le plus grand obstacle, c'est toi. Et le plus grand levier, c'est toi aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous inviter vivement à aller regarder celle-ci aussi.